Bienvenue dans Octopus, le podcast Made in Belgium de la LIFRAS, Ligue francophone de recherche et d'activités subaquatiques. Ici, on prend une grande inspiration et on plonge ensemble dans l'univers fascinant du monde subaquatique. Ajustez votre masque, réglez vos palmes, Octopus commence maintenant. Bonjour Steven. Bonjour Cédric. Steven Winberg, tu es biologiste marin, photographe sous-marin, et pour te présenter, je crois qu'il me suffira juste de confirmer aux auditeurs que tu es bien l'auteur de cette série de livres intitulée « Découvrir la vie sous-marine » pour que tous les plongeurs qui nous écoutent comprennent qui est en face de moi. Il est vrai que nous sommes très nombreux à avoir découvert la richesse de la vie des océans au travers de tes guides et que les plongeurs appellent généralement le Weinberg Méditerranée ou le Weinberg Atlantique, mer Rouge, Caraïbes, ou alors carrément parfois aussi la Bible Faune et Flore, tant ces ouvrages font référence. Merci donc de nous consacrer un peu de ton temps juste avant la conférence que tu donneras d'ici une heure pour l'anniversaire des 70 ans du GBRS, le groupe belge de recherche scientifique sous-marine. D'ailleurs, bon anniversaire au GBRS et aussi merci d'avoir facilité cette rencontre. Alors Steven, nous allons parler de tes livres, de ton travail, de tes passions comme biologiste, photographe et voyageur infatigable. Tout d'abord, peux-tu nous dire où tout a commencé ? D'où vient cette passion pour les mers et les océans auxquels tu as consacré une grande partie de ta vie ? La réponse directe où ça a commencé, c'est dans la calanque d'Anvaux à Cassis. Ça, c'est géographiquement. Alors, pourquoi ça a commencé là ? Parce que mon père était l'un des premiers plongeurs aux Pays-Bas. Et il a mené un groupe de plongeurs là-bas en 1958. Et moi, j'avais 11 ans, j'avais juste un peu d'expérience de palme masque tuba. Et il y a un des copains de papa qui a dit « Tu veux pas essayer en bouteille aussi ?» Et j'ai regardé mon père, est-ce qu'il était d'accord ? Il a dit « Tu veux ou tu veux pas ?» Donc oui, je voulais. Et l'équipement de l'époque, c'était pas ce que c'est maintenant. Donc on m'a hissé sur le dos une bouteille qui était presque aussi grande que moi. J'avais mon masque, j'avais mon maillot de bain, j'avais mes palmes, ça s'arrêtait là à peu près. On m'a dit, écoute, mets-toi déjà à l'eau, tu nous attends là-bas parce que c'est un peu encombré sur le bateau. Et je me suis mis à l'eau et la bouteille m'a entraîné vers le fond. Donc je me suis retrouvé à 10 mètres de fond et la première chose que j'ai vue, tout en pensant, est-ce que c'était là-haut qu'il fallait que j'attende ou ici en bas, c'était les gorgones. Ça m'a émerveillé et ça m'a marqué à vie. Ça t'a tellement marqué que tu en as fait tes études plus tard, tu t'es lancé dans la biologie marine. Qu'est-ce qui t'a dirigé vers ce choix ? Le hasard. En fait, depuis très longtemps, j'ai été passionné par tout ce qui était géologie. Je collectionnais les pierres. Une fois le bac passé, je me suis inscrit en fac des sciences pour faire géologie. Et le prof qui nous enseignait la géologie était très ennuyeux et le prof qui nous enseignait la biologie était passionnant, mais c'était la biologie cellulaire. Donc je me suis lancé dans la biologie pour faire biologie cellulaire. D'ailleurs, j'ai commencé par ça. Et puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, pour m'amuser, je vais faire un peu je vais regarder sous l'eau avec l'œil de biologiste. Et là, j'ai compris que c'était ma place. Voilà, ça ne s'est jamais arrêté. Tu as fait une thèse de doctorat ? C'est ça. Ça portait sur les gorgones de Méditerranée. Voilà. La première impression m'a poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Tu as été chercheur et enseignant. Il me semble qu'on retrouve cette préoccupation de la pédagogie dans chacun de tes ouvrages. Est-ce que c'est important pour toi ? Très. J'ai enseigné dans le secondaire. J'ai enseigné en université un peu et dans le secondaire beaucoup. Là, ça arrive souvent. Déjà, le problème de l'enseignant, c'est d'arriver à captiver son auditoire, ce qui n'est pas toujours évident avec des ados. Parfois, il y a des yeux de merlan frit dans la salle de classe. Et là, tu te dis, j'ai pas bien expliqué, il faut que je le fasse autrement. Donc, pendant une trentaine d'années, j'ai dû chercher parfois comment expliquer les choses autrement. Il y avait parfois des choses qui marchaient et ces choses-là, je les ai mises dans mes bouquins. Il y a aussi une chose qui transparaît évidemment quand on lit tes bouquins, c'est la diversité des lieux où tu réalises tes explorations. Le voyage, c'est quelque chose qui est important pour toi. Est-ce que c'était le meilleur métier pour faire d'une pierre deux coups, la biologie marine ? Je ne sais pas, parce que quand j'ai commencé à travailler en biologie marine, j'ai travaillé dans une seule mer et dans un seul endroit quasiment, à Bagnols-sur-Mer. Donc les voyages n'étaient pas encore au programme. En revanche, j'ai toujours voyagé, j'ai
Mon premier grand voyage, j'avais 15 ans et je suis parti en vélomoteur du sud de la France pour rejoindre mon grand frère aux Pays-Bas. Donc tu nous as dit que finalement cette rencontre avec l'océan s'était passée de manière un peu par hasard. Tu t'es déjà demandé ce que tu aurais pu devenir si tu n'avais pas choisi la biologie marine ? Oui, j'aurais fait, et j'ai longtemps hésité après le bac, j'aurais pu faire une école d'art graphique. Le graphisme ? Oui. En lien avec la photographie ou la création graphique ? Création graphique, dessin, mise en page, ce que je fais maintenant dans les ouvrages que je publie moi-même. Voilà, je m'y suis sur le tard. Il n'y a pas de hasard. Tes guides sont devenus, on peut le dire, des incontournables pour les plongeurs et les biologistes. Comment s'est construit le premier ouvrage ? Est-ce que tu peux nous dire quelle a été la genèse finalement de ce premier manuel ? Elle a été pénible. J'ai quitté la recherche après avoir travaillé à Porto Rico. Je suis revenu aux Pays-Bas. Je ne savais pas encore que je quittais la recherche, remarque. Mais quand j'ai travaillé à Porto Rico, je n'étais pas tout à fait content de la vie là-bas. Je suis revenu aux Pays-Bas. J'avais beaucoup de temps libre parce que j'étais au chômage. Je me suis dit, tiens, je vais faire un livre sur ce que je connais le mieux, la Méditerranée. Et je voulais faire un livre biotope par biotope. Qu'est-ce qui se passe sur le fond de sable? Qu'est-ce qui se passe dans les grottes? Qu'est-ce qui se passe dans la prairie de Posidonie? C'était ça l'idée. Et j'ai essayé de vendre cette idée à plusieurs éditeurs et personne n'en voulait. Aux Pays-Bas d'abord, en France ensuite. Et suite à quoi, en se promenant à Paris, mon épouse, Marie-Xavier, elle a dit « Regarde, il y a un bouquin sur la Méditerranée ». Et c'était un très beau livre fait par 3 chercheurs que je connaissais très bien, des copains de Marseille, et qui avaient eu exactement la même idée, avec des super photos, avec des chapitres exactement comme je l'aurais fait. Et là, j'étais totalement dégoûté, c'est clair. Donc, j'ai tout jeté au fin fond d'un tiroir et c'était fini. Et puis, un de mes amis, Ariel Fuchs, il avait écrit pour les éditions Glénat un petit fascicule sur la plongée, dans une série qui parlait des sports de plein air. L'éditeur lui avait demandé « Tu ne peux pas nous faire un fascicule sur la vie méditerranéenne ?» Et Ariel a dit « Oui, je connais quelqu'un qui peut le faire. » Il savait que j'avais les photos. Donc, j'ai convenu avec cet éditeur ce qu'on allait faire. Et puis, j'ai livré les choses au moment où on avait convenu. Et après, on me l'a renvoyé en disant « C'est pas du tout ce qu'on voulait ». Alors qu'on avait convenu de tous les détails. Deuxième déception. Et là, j'étais sur le point de jeter l'éponge. Et heureusement qu'il y a Marie-Xavier qui a dit « Mais bientôt, c'est les vacances de février. On va prendre des rendez-vous avec des éditeurs à Paris. » J'ai dit « Mais écoute, n'y pense pas. On n'a pas un rendez-vous avec des éditeurs dans 2 ou 3 semaines. Il faut envoyer un synopsis, ça va prendre du temps. En général, ils rejettent. » Et elle a insisté et en une journée, elle a obtenu quelques rendez-vous et l'un de ces rendez-vous était le bon. Et c'est comme ça que Découvrir la Méditerranée est sorti chez Nathan. C'était la chose la plus incroyable pour moi qui pouvait m'arriver. Comme quoi, il faut savoir s'obstiner pour parvenir... J'ai appris à m'obstiner. Cet ouvrage a connu plusieurs versions. Il a changé d'éditeur à un moment donné. C'est ça. Quand tu as remis le métier sur le travail pour faire finalement le produit qu'on connaît aujourd'hui, qui est diffusé, est-ce que c'était un projet au long cours, comme un collectionneur rassemble les photos, les descriptions d'animaux progressivement, ou bien au contraire, c'est un travail très concentré sur un moment déterminé avec un projet articulé? C'est un travail très concentré au long cours. Ces 2 années, voilà, refaire la Méditerranée, c'était 2 années de boulot. Et donc, quand tu pars en plongée pour prendre ces photos, est-ce que tu travailles plutôt par opportunisme en fonction des rencontres, ou est-ce que tu cibles vraiment des écosystèmes particuliers pour écumer un fond de sable ou prendre ce qu'il y a dans le pélagique ou prendre ce qu'il y a sur une roche? On ne peut pas, en une plongée, être dans tous les biotopes. Donc, on choisit forcément un peu où on va. Mais sinon, on ne peut pas vraiment prévoir ce qu'on va rencontrer. Donc, je suis opportuniste. En revanche, je plonge avec, dans ma tête, une liste des espèces déjà vues et photographiées et des espèces à photographier encore. Donc ça, c'est au gré des rencontres et au petit bonheur la chance. Est-ce que tu replonges plusieurs fois sur les mêmes sites Oui. dans l'espoir d'avoir autre chose? Oui. Aussi parfois en fonction de l'équipement technique. Est-ce que je suis en grand angle, ce qui ne m'arrive pas souvent pour les guides, mais ce qui peut m'arriver pour d'autres choses.
les forêts océanes, ou est-ce que je suis en macro? Et donc, ça vaut le coup, rien que pour ça, de visiter un même endroit plusieurs fois. Et de toute façon, on peut retourner, on voit toujours des nouvelles choses. Le succès était au rendez-vous. À ton avis, qu'est-ce qui a amené ce succès? Je n'en sais rien, sauf que, avec le recul que j'ai sur le développement de la plongée, il y a de plus en plus de plongeurs qui ne plongent pas uniquement juste pour plonger, mais qui s'intéressent à ce qu'ils voient. Et cet engouement, voilà, je suis de ce côté-là arrivé au bon moment. Je pense aussi qu'il y a cette notion plus récente de conservation du milieu qui rentre aussi en ligne de compte. Et puis, quand mon bouquin est sorti, il n'y en avait pas beaucoup d'autres. Donc, faute de mieux, il y avait le mien. Alors là, tu es très modeste, mais en termes d'ingrédients, est-ce que tu ne penses pas que dans les ingrédients que tu mets dans tes livres, il y a des choses qui justifient aussi son succès? C'est le temps que je mets, c'est la concentration que je mets. C'est un boulot de dingue. C'est vraiment faire un guide. D'ailleurs, bon, je pense qu'on en parlera peut-être, parce que les guides, ce ne sont pas mes bouquins préférés, mais ce sont certainement les bouquins où j'ai mis le plus de travail. Je pense qu'il faut chercher très loin pour trouver quelqu'un d'aussi fou que moi pour mettre autant de temps à faire un livre. Et puis, il y a aussi un savant mélange, un équilibre entre la qualité scientifique de l'information que tu amènes et puis aussi les anecdotes et l'information supplémentaire qui rend la lecture agréable. Et là, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui singularise tes ouvrages. Oui, j'ai du mal à en juger personnellement, mais je mets certainement plus de choses personnelles et d'anecdotes dans d'autres ouvrages, dont un qui est sur le point d'être terminé. On en parlera dans un instant, oui. Si tu veux. D'accord, oui, ça me plairait. Les photos dans ces guides, ce ne sont pas des photos d'exposition, ce sont des photos qui ont une utilité pratique. Ça veut dire que tu les choisis, tu les réalises d'une certaine manière? Absolument. Dans un guide, à mon sens, il faut que la photo montre l'animal ou la plante, enfin en général ce sont les animaux, de la façon la plus reconnaissable. Donc un beau portrait de Mérou n'est pas une photo pour un guide. Il faut le voir carrément de côté, de profil, du museau jusqu'au bout de la queue. C'est ça. Et donc quand tu pars photographier le milieu pour faire tes guides, tu pars vraiment avec ça en tête et ce sont les clichés que tu recherches, quoi. Absolument. Une question peut-être un peu plus légère. Est-ce que tu as une idée du nombre d'espèces que tu as personnellement observées ou photographiées? Tu t'es déjà posé cette question? Non, mais je peux faire un calcul rapide. Allez à la louche, 5000. 5000. Chacun de tes ouvrages annonce un certain nombre d'espèces décrites. Je suppose que tu viens de faire la somme de toutes ces espèces. C'est un peu ça, oui. Mais je ne les ai pas sous les yeux. Dans chacun de tes guides, on sent bien la même passion pour le milieu marin, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des zones qui ont ta préférence entre nous? J'ai des préférences diverses. Il y a une préférence qui est la Méditerranée parce que c'est là où tout a commencé, c'est là où j'ai fait ma recherche scientifique. Donc ça, c'est certainement c'est mon jardin. Mais il y a l'Indo-Pacifique et notamment la région Philippines, Indonésie, pour avoir la biodiversité la plus grande de la planète. Mais sinon, j'ai plongé dans le lac Baïkal, c'était absolument phénoménal. Chaque endroit a en fait son charme. Tu viens de mentionner le fait que dans tes livres, il y a quelque chose de très spécifique dans ta capacité à vulgariser et à amener l'information scientifique qui reste toujours parfaitement précise, mais qui est accessible en tout cas aux lecteurs. Donc tu as certainement un talent rare pour rendre la biologie marine accessible à tous. Quelle est la clé pour parler des sciences aux plongeurs qui sont passionnés mais non spécialistes? Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour nos moniteurs peut-être? Je dirais que quand j'écris, et ce sera vrai pour les moniteurs aussi, il faut déjà comprendre soi-même ce qu'on raconte. Et donc s'y intéresser, et creuser. Oui, mais surtout le comprendre. Ouais, le comprendre, et il n'y a qu'à partir de là qu'on peut vraiment expliquer, je pense. Comment conseillerais-tu à un jeune plongeur de commencer à identifier les espèces sous l'eau? Quand on commence la plongée, on a parfois l'impression qu'il y a tellement de choses à voir que finalement, on est dépassé. Qu'il achète le Weinberg, pardon. Non, plus sérieusement,
arrêter de palmer et ne pas hésiter à passer du temps sur peu de surface. C'est le conseil du plongeur biologiste, l'observation. C'est ça. On a parlé de tes guides, mais je sais que tu as aussi d'autres ouvrages auxquels tu tiens beaucoup, qui sont également consacrés à la mer. Une trentaine, si je ne me trompe, ou de cet ordre-là? Je ne sais pas, oui, c'est possible. Tu peux nous en parler? Quels sont ces autres ouvrages? Les autres ouvrages me permettent de faire ce que je ne peux pas faire dans les guides. Donc déjà de montrer des photos qui sont un peu plus des jolies photos. Et puis de mêler ça à des choses plus intéressantes. Parce que finalement, un guide, c'est dans quel biotope chercher. Mais tout ça, ça ne fait pas polar, quoi. Tandis que dans les autres livres, j'essaye vraiment d'être plus littéraire, d'être plus intéressant et de montrer des photos plus belles. Oui, tu développes aussi des idées parfois de défense de l'écologie, etc. Je pense par exemple à Vie Océane. Non, pas du tout. Dans Vie Océane, je l'aborde dans le dernier chapitre. Oui, c'est ça. Mais dans Vie Océane, c'est mon credo de biologiste. À mon sens, il y a tout. C'est-à-dire, il y a tous les sujets. Bien sûr qu'il n'y a pas tout. Mais pour bien comprendre la vie, j'essaie de simplifier. Je dis, il faut comprendre que les organismes doivent se nourrir, qu'ils ne doivent pas se faire bouffer et qu'ils doivent se reproduire. Sur ces 3 thèmes-là, on peut déjà raconter plein de choses. Vie Océane, c'est ça. Et quand on dit manger, alors manger comment ? Il y a les filtreurs passifs, actifs, il y a les prédateurs, il y a les brouteurs. Enfin, après, on développe. Mais tout est greffé sur ces thèmes principaux. Et là, je pense qu'on est dans quelque chose. C'est une histoire qui se suit. Et c'est bien plus intéressant que de trouver un nom latin d'une bestiole qu'on a vue. Oui. Mais ton dernier chapitre, tu as quand même pensé nécessaire d'aborder les questions des menaces qui pèsent sur les océans? On ne peut pas passer à côté. Il se passe beaucoup de choses actuellement dans le monde, sur le plan de la biodiversité, sur le plan du climat. Donc, c'est clair qu'il faut en parler. Il y a la pollution, il y a les microplastiques, enfin, il y a plein de choses. J'ai appelé ces derniers chapitres la créature du 6e jour. C'est-à-dire que si on suit la Bible, le 6e jour, c'est le jour où Dieu aurait créé nous, l'homme. Et c'était pas une très bonne idée, finalement. Dans tes derniers livres, tu découvres ou tu lèves le voile sur des écosystèmes un peu particuliers, comme les mangroves par exemple. Comment ce livre a vu le jour? Alors c'est grâce au Covid. On était en Indonésie, dans un centre de plongée, et puis soudainement, on recevait des nouvelles très inquiétantes d'Europe, et puis tout le monde est reparti en Europe. Nous, on était 2 à être restés dans le centre, parce que l'aéroport de Singapour avait fermé, on ne pouvait pas revenir. Mais le centre a fermé, c'est-à-dire qu'il nous hébergeait encore, mais il n'y avait plus de bateaux, plus de gonflage, plus rien. Et là, je me suis dit, tiens, je vais faire un peu de PMT dans les mangroves. Et là, c'était une révélation, c'était d'une beauté extraordinaire, la lumière et tout. Et je me suis dit, tiens, il faut faire un livre là-dessus. Et puis voilà, après, je l'ai fait. L'idée est vite venue, après, il y a la réalisation. Le travail au long cours. Ouais. Beaucoup de tes livres reposent sur des collaborations. Avec différentes personnes. C'est quelque chose d'important pour toi? Qu'est-ce que cette collaboration t'apporte? Alors, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Il y a la dernière version de la Méditerranée. Donc, mon premier livre a vu chez Nathan 12 ou 13 impressions. Donc, il a vraiment vécu longtemps. Après, chez Gap, il a vu le jour 3 fois, je crois, 3 impressions. Entre-temps, je consulte toujours des amis. Parce que j'ai pas du tout la science infuse, je ne sais pas tout, je pose des questions, j'ai pas toujours les photos qu'il me faut, donc là aussi je compte sur d'autres. Et il y a 2 personnes en particulier qui m'ont envoyé des photos, et puis ça commençait à devenir beaucoup. Puis j'ai dit, est-ce que ça vous dirait de devenir co-auteur du guide? Ils n'étaient pas contre, donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et quand j'ai fait le dernier guide sur la mer des Caraïbes, là, j'ai trouvé sur Facebook, tout bêtement, 2 photographes, 2 jeunes femmes qui faisaient des photos extraordinaires, qui visiblement étaient très au courant de la biologie marine. Ça s'est confirmé par la suite. Et je leur ai proposé d'emblée une collaboration, parce qu'elles, étant sur place en permanence, voyaient plein de choses que moi, je n'ai jamais vues. Donc ça a mené à une collaboration. Et puis l'autre collaboration, puis c'est la dernière, pas la dernière en date, mais la dernière dont je parle maintenant, c'est pour le volume des poissons de l'Indo-Pacifique, où voilà, je suis tombé sur quelqu'un qui ne fait que ça.
Il va sous l'eau, il ne se rend pas compte qu'il y a des oursins ou des éponges. Il voit des poissons, mais il les voit bien, il les photographie bien, il les connaît à fond. Mais sinon, non, je suis très solitaire. Si j'ai bien compté, ça fait plus de 60 ans que tu plonges depuis cette première immersion dans les calanques. Mon anniversaire n'est pas un chiffre rond comme le GBRS, mais j'en suis pas loin avec 67 ans de plongée. Et sur cette période, est-ce que tu as constaté en tant qu'observateur de terrain des changements notables, que ce soit dans les écosystèmes, la vie sous-marine? Alors, je peux surtout parler de la Méditerranée parce que celle-là, je la connais vraiment sur ces 67 ans. J'ai vu beaucoup d'appauvrissement dû à la pêche, à la chasse sous-marine que j'ai pratiquée moi-même quand j'étais jeune. Les mérous, on en voyait de moins en moins. Les langoustes, il n'y en avait plus. Le corail, à des profondeurs raisonnables, disparaissait. Et ça a duré à la fin des années 70-80. Et là, il y a les centres de plongée qui ont commencé à dire on ne ramasse plus rien. Il y a la chasse sous-marine où on a commencé à se rendre compte que certaines espèces, il valait mieux leur foutre la paix. Et puis, il y a eu les réserves marines. Donc, depuis le milieu des années 80, je vois en Méditerranée un enrichissement à nouveau. Et l'effet réserve, j'ai fait ma recherche dans ce qui est devenu après la réserve de Banyuls-Cerbère. À l'époque, je pense que je connaissais tous les mérous de l'endroit, qui étaient à peu près une demi-douzaine, dont un avec lequel j'étais vraiment lié d'amitié. Récemment, le dernier comptage, il y en a 600. Et comme les mérous, ce pas des êtres très intelligents, ils ne savent pas où s'arrête la réserve, donc ça sème en dehors. Donc voilà, l'effet réserve, et on l'observe partout. Donc pessimisme d'un côté, optimisme de l'autre, et puis on voit arriver des espèces nouvelles. En Méditerranée orientale, les espèces lessepsiennes. Espèces lessepsiennes, tu peux expliquer? Oui, Ferdinand de Lesseps était l'ingénieur qui a creusé le canal de Suez. Et depuis quelques décennies maintenant, il y a des espèces qui viennent de mer Rouge, qui envahissent la Méditerranée, la partie orientale, pour commencer, et qu'on appelle d'espèces lessepsiennes. Qui sont passées alors par le canal. C'est ça. Ah oui. Alors, d'une part, ça enrichit. Il y a de nouvelles espèces, tant mieux. Quand on aura des récifs coralliens devant Marseille, on va se régaler. D'un autre côté, on a vu, par exemple, ce qu'a fait la rascasse volante dans la mer des Caraïbes et qui est en train d'envahir maintenant la Méditerranée aussi. Ou le poisson lapin aussi en Méditerranée orientale. Oui, tout à fait. Donc, ce sont des espèces dont on ne sait pas encore très bien quel va être l'impact à long terme. On s'est beaucoup inquiété dans les années 90 de la Colerpe taxifolia. On a crié la catastrophe, la posidonie allait disparaître. Ben maintenant, la taxifolia, il faut la chercher avec une loupe pour en trouver. Ça a disparu quasiment tout seul. Bon, il y a une autre colerpe qui est venue à la place. Donc, évolution dans les écosystèmes sur cette période. Je suppose qu'il y a aussi également des évolutions technologiques. Je pense par exemple à l'arrivée du numérique. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ton travail? Alors, si on parle plongée, ça n'a pas changé énormément de choses, sauf que maintenant, mon ordinateur remplace mes tables et mon profondimètre et ma montre. Sur le plan de l'écriture, c'est vrai que la première version de Découvrir la Méditerranée, c'était taper à la machine et des diapositives. Et les diapositives, c'est resté très longtemps. La machine à écrire a été remplacée très rapidement par un ordinateur. Mais ça facilite énormément les choses. Et pour la post-production des photos, c'est génial. C'est ça, la prise de photos aussi n'est plus aussi limitée ou compliquée qu'avant, je suppose. Non. C'est un tournant donc que tu as fait facilement, ça, passer au numérique photographique? Je l'ai fait à contre-cœur parce que je n'y croyais pas trop. Et on était aux Philippines, on était 3 copains, 2 beaucoup plus jeunes que moi, ça m'arrive de plus en plus souvent d'ailleurs. Eux, chaque soir, ils montraient sur le petit écran ce qu'ils avaient photographié de jour. Ils avaient le choix, ils avaient fait 400 photos, ils en montraient 30, c'était merveilleux. Et moi, je leur disais, écoutez les petits, quand vous verrez, une fois qu'on sera à la maison, quand vous verrez mes diapositives sur du Velvia 50, là, vous allez voir une belle définition. Sauf que, une fois rentré à la maison, la centrale de développement au Luxembourg, qui était des amis, ils ont dit, on a développé tes 6 premières pellicules, il y a un souci, tu peux venir voir.
Et en fait, j'avais fait entre 5 et 6 000 photos qui étaient toutes loupées parce que le TTL ne fonctionnait plus. Et là, je me suis dit, quand il y a un problème technique, je veux le voir tout de suite et pas en rentrant. Et je passe au numérique. Voilà. Est-ce que tu as encore de nouveaux projets en cours de préparation sur la faune et la flore ? Je suis en train de terminer un livre qui s'appellera « Forêts océanes », où j'amène le lecteur, je le mènerai par le bout du nez, j'espère, à travers l'histoire humaine, à travers les rencontres que j'ai pu faire et à travers des forêts que l'on ne soupçonne pas. Et je n'en dirai pas plus. Le rendez-vous est pris, on attend l'apparition de l'ouvrage. Donc un grand merci pour cette discussion. On aura bien compris que la mer, c'est ton eau de vie, comme c'est ça. Le titre d'un autre des ouvrages. Si tu devais donner un seul conseil à un plongeur qui débute dans l'observation du monde vivant sous-marin, quel serait-il ? L'émerveillement. L'émerveillement. Mais ça vient spontanément. On ne peut pas obliger à être émerveillé. Prendre le temps de s'émerveiller. Oui, c'est ça. D'accord. Garder les yeux grands ouverts et oublier à quelle profondeur on va. Eh bien, un tout grand merci pour cette discussion et à très bientôt. Avec plaisir. Cette interview a été menée avec curiosité et passion par Cédric Ferron. À la réalisation, Pierre Vandenbroek, avec le soutien technique de Focus Live. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Une idée de sujet, une histoire à partager ? Écrivez-nous à octopus@lifras.be. Et si ce podcast vous a plu, pensez à le liker, le partager ou laisser un commentaire. Ça nous aide énormément à faire grandir ce projet. À bientôt!